Bon, midi 01, alors on va y aller. Bonjour à tout le monde. On a une trentaine de personnes qui sont connectées. Alors, merci de passer ce temps avec nous à midi aujourd'hui. Ça va nous permettre de se rapprocher, même si la majorité d'entre nous sommes à distance aujourd'hui. Donc, si vous êtes là pour le webinaire sur Dynamics 365 Customer Insights, vous êtes au bon endroit. Je me présente, Salim Adamon, je suis directeur des solutions d'affaires chez XRM Vision, avec un rôle qui implique donc la compréhension des besoins de nos clients et une bonne orientation des technologies à mettre pour répondre à ces besoins-là et apporter la valeur d'affaires nécessaire. Je travaille avec les technologies Dynamics CRM 365 depuis plus de 10 ans, avec toutes sortes de rôles du développeur à l'analyste, à l'architecte, contribué sur une centaine de projets. Également MVP Business Solutions à l'époque pour beaucoup de contributions sur Internet, des blogs et des conférences aussi à travers le monde. Donc ça, c'est moi. J'ai aussi avec moi Pierre Gilbert. Pierre? Oui, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Merci de prendre le temps ce midi. Alors, comme Salim l'a mentionné, je suis Pierre Gilbert. Je suis le directeur des ventes chez XRM Vision. J'ai eu l'occasion de rencontrer ou de travailler avec vous, ou pour vous même, je crois, au cours des 25 dernières années que j'ai été dans les TI. En fait, un peu plus de 25 ans. Je sais, j'ai de l'air jeune, je vous remercie. J'ai travaillé chez différents partenaires d'affaires et des manufacturiers, dont Microsoft. Donc, ça fait, mon Dieu, une quinzaine d'années que je me promène et je travaille dans l'écosystème de Microsoft. J'ai fait mes certifications sur CRM 3.0 à l'époque. Alors, ça me fait bien plaisir d'être avec vous, de vous présenter Customer Insight avec Salim. Avant de faire ça, je vais vous présenter brièvement XRM Vision, puisque ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais je vais prendre quelques minutes pour parler de nous. On a été fondé donc en 2008. XRM ne fait depuis 2008 qu'une seule chose, c'est-à-dire du Dynamics CRM avec toutes ses versions de nom maintenant connues sous Dynamics 365. Donc, sur le côté Customer Engagement, Field Services, Customer Services, etc. À ça s'est greffé au cours des dernières années la Power Platform. La Power Platform, pour nous, c'est une évolution naturelle de ce qu'on appelait à l'époque, justement à l'époque de 3 ou 4, du Rapid Application Development Platform. Donc, Microsoft a pris ces outils-là et les a étendus à sa gamme de services. Alors, on est positionné comme des leaders, je dirais, mondiaux. Parlant de leader, nos derniers chiffres chez Microsoft indiquent qu'on est dans les top 10 partenaires au niveau de Dynamics 365. Et ça, c'est toute technologie confondue. Donc, si on regarde nos réalisations et le nombre d'employés qu'on a, donc 60 consultants à temps plein. Donc, on n'utilise pas de consultants externes, ou en fait très peu dans des cas de très grandes exceptions. Donc, on est dans le top 10, incluant les gens qui font du finance and operation. Donc, très bien positionné, une belle relation avec Microsoft et on ne vit que pour faire du CRM. Alors, voilà, je pense que ça conclut ce que je voulais vous dire à propos de XRM Vision. Je repasse la main à Salim. À moins que vous ayez des questions. Merci Pierre. Pour les questions, je le dis déjà, vous pouvez les taper dans le chat. Il y a une section Q&A, fait que n'hésitez pas et puis on va les suivre à travers la présentation, puis on s'arrêtera pour y répondre ou on les gardera pour la fin selon la pertinence et surtout la longueur de la réponse. Lors du jour, ce qu'on veut couvrir aujourd'hui, on va commencer par parler de Customer Insights, donc le concept en soi, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on va parler de Dynamics 365 Customer Insight, donc l'application de Microsoft, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fonctionne. Finalement, on va le voir en action. On aura un aspect démo où je vous montrerai à quoi ça ressemble, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a là-dedans
Et il y aura aussi un aspect plus cas réel. Donc, on va repasser à travers des cas existants et montrer comment l'application a été utilisée, quel type de valeur ça a rajouté. Et finalement, comment on peut aller de l'avant pour mettre ça en place dans notre organisation. Donc, encore une fois, je n'ai pas de section spécifique pour les questions vers la fin, mais bien sûr, on va essayer de se garder du temps pour ça, mais n'hésitez pas tout au long de la présentation à m'arrêter, à poser des questions. Alors, commençons par pourquoi Customer Insights. Donc, pour dire encore notre pourquoi, la raison pour laquelle on a voulu mettre ça là, c'est on veut comprendre le concept. Customer Insights, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Il y a beaucoup de mots dans cette slide, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le concept du Customer Insights, c'est d'avoir quelque chose pour analyser, pour comprendre les tendances et les comportements des gens, pour accroître ensuite l'efficacité de ce qu'on leur vend, que ce soit du produit, du service, de la manière dont on leur vend nos services et nos produits, et aussi donc avec un objectif d'augmenter nos profits. Les profits, gardons en tête, ce n'est pas nécessairement financier, ça peut être de l'efficacité. Quand on prend par exemple des cas gouvernementaux, traiter des billets plus vite, moins vite, etc. Donc, c'est vraiment comprendre comment les gens se comportent, comprendre ce qu'ils font, ce dont ils ont besoin et pouvoir améliorer la façon dont on interagit avec eux et grâce à cette compréhension-là de leurs besoins. Quand vous regardez le graphique que j'ai sur la droite, il vient montrer la complexité de ce qu'on essaye de faire avec le concept de Customer Insights. Pourquoi? On a des applications et on a multiples canaux d'engagement, de conversation, d'interaction avec les gens. On peut aller dans un magasin faire des achats, on peut faire ses achats en ligne, on peut aller sur un site web et avoir des tendances de navigation, où est-ce qu'on clique, quelle page on visite, dans quelle séquence. On a tout ce qui est médias sociaux, bien entendu, avec du Facebook, du Twitter, du Instagram, du LinkedIn. On a du service à la clientèle pour des clients existants, par exemple, qui appellent, qui ouvrent des billets. Donc, il y a vraiment beaucoup de manières d'interagir avec les gens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ramener toute cette information-là sous un seul chapeau et avoir une vue à 360 degrés de nos clients? C'est ça qu'on va aller chercher avec du Customer Insights. Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est important? Pourquoi est-ce que Microsoft investit là-dedans? Il y a 3 axes principaux. Le premier axe étant les attentes des clients aujourd'hui qui sont vraiment changeantes et qui sont augmentantes. Dans quel sens? La plupart des consommateurs aujourd'hui vont magasiner avec des compagnies qu'elles connaissent et qui leur font des offres et des recommandations pertinentes et encore plus important, au bon moment. C'est-à-dire que les gens veulent être contactés quand c'est pertinent pour eux d'être contactés et quand ils ne sont pas intéressés, quand ils ont d'autres choses sur la tête, ben, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Ça, c'est très important. Et donc, ce que ça nous emmène à explorer, c'est les expériences d'aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Et la réalité, c'est qu'elles ne sont pas à la hauteur, sinon on n'aurait pas investi autant dans une plateforme comme ça. Donc, quand on dit que les expériences ne sont pas à la hauteur, qu'est-ce qu'on veut dire? Des clients qui sont frustrés aujourd'hui pour plusieurs raisons. Des expériences incohérentes à travers plusieurs canaux. Quand on appelle, par exemple, notre fournisseur de téléphonie ou d'Internet à la maison pour une nouvelle installation, il n'a peut-être pas l'historique sur les installations passées. Donc là, c'est un problème. Même chose au niveau du contenu qui nous est exposé. Donc, mettons, si on va dans un magasin, puis on fait un achat de chaussures et on reçoit quelques jours après une infolettre avec quelque chose pour acheter des draps de lit, ben, on n'est vraiment pas dans le même registre. Alors, montrez-moi la même chose, sinon vous me perdez. Et finalement, quand on a des mauvaises expériences à la clientèle, on finit par partir. Donc, ça, c'est prouvé et c'est connu de tous. D'ailleurs, je suis sûr que tous sur la ligne, vous avez eu ce genre d'expérience-là. Et donc, tout ça, ça nous emmène vers le potentiel qui existe et qu'il faut aller réaliser. 3 axes. Les dépenses aujourd'hui dans le marketing, à 30%, vont dans le marketing de technologie. Donc, est-ce qu'on est efficace ou est-ce qu'on a juste un budget qu'on alloue au marketing technologique? La réponse, c'est qu'on n'est pas aussi efficace qu'on pourrait l'être. Pourquoi? Il n'y a que 10% des entreprises aujourd'hui qui ont une vue à 360 degrés de leurs clients. Et parmi celles qui les ont, donc déjà, c'est extrêmement utile et avant-gardiste de les avoir, ces vues à 360 degrés des clients. Mais parmi ceux qui les ont, il n'y a que 5% qui les utilisent pour développer leur entreprise. Donc, il y a un potentiel qui existe qu'on peut aller chercher. Et Gartner, qui s'attend à ce que le marché donc, du Customer Data Platform, qui est Customer Insights, augmente de 50% à $1 milliard en 2020.
je pense qu'on va remettre à 2021 vu les circonstances, mais ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il y a un gros potentiel pour ce type de produit-là. Donc, on finit par tous s'entendre sur trois choses. Le constat qu'on fait, l'expérience des clients, un facteur qui est clé dans la différenciation entre les entreprises, comment est-ce qu'on approche les gens, l'expérience qu'on leur donne. L'engagement personnalisé, donc ça vient avec, c'est essentiel dans le parcours de l'acheteur, qu'il se sente accompagné, qu'il sente que le service qu'on lui donne, le produit qu'on lui vend, tout ce qui fait arriver cette étape-là est vraiment personnalisé. Et finalement, le point le plus important, l'engagement est l'effort de toute l'organisation. Pourquoi on dit ça? Vous avez vu le graphique que j'avais tout à l'heure avec tous les différents points d'interaction possibles qui existent. Et donc, c'est des différents systèmes, des différents individus qui en sont propriétaires. Donc, cet engagement-là, il devient l'effort de toute l'organisation. Alors, donc pour aller un peu moins vers le blabla et plus vers le concret, qu'est-ce que Dynamics 365 Customer Insight concrètement? Donc, je l'ai mentionné rapidement, c'est une plateforme de données clients. Donc, vous allez souvent entendre le terme Customer Data Platform ou CDP. Donc, c'est le terme standard. Et dans notre cas, c'est une plateforme qui nous permet d'unifier et de comprendre les données clients. Unifier des données qui proviennent de plusieurs sources, les mettre ensemble pour les comprendre. Et grâce à cette unification-là, être en mesure d'identifier des manières nouvelles et uniques de personnaliser les expériences des clients. Puisque c'est de ça qu'on parle, personnalisation pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Et finalement, une fois qu'on a identifié ces stratégies-là, mais quels sont les processus à l'interne qu'on peut mettre en place pour les supporter? Donc, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on est en mesure d'aller chercher une augmentation de revenus de 5 à 10%. Ça, c'est les études d'Accenture, qui nous 5 à 10% d'augmentation. Comment? Parce qu'on va cibler les gens au bon moment, on va les cibler de la bonne manière, si on a des bonnes stratégies, et on va diminuer nos coûts de 15 à 25%. Comment? En ayant fait l'exercice de ramener toutes les données clients sous un même chapeau, donc pour avoir une vue 360, et également d'être plus efficace dans nos dépenses marketing. Donc, vraiment à haut niveau, c'est à ça que ça ressemble. Comment ça marche? Quel type de données on est en mesure de prendre pour unifier et pour ensuite les comprendre? Ce sont mes slides d'après. On a des données de type démographique. Donc, souvent, dans une entreprise, vous allez avoir des fiches clients, donc relativement standards, peut-être de l'information un peu plus poussée sur l'éducation, les revenus. Donc, on a ce type d'information qui existe, qu'on a quelque part. On va avoir des informations comportementales, donc qui vont provenir, par exemple, des médias sociaux, qui vont provenir de comment est-ce qu'on navigue dans un site web, est-ce qu'on est en mesure d'enregistrer les différents chemins que les gens prennent sur les sites web. On va avoir des données transactionnelles, donc les achats qui ont été faits. Si on vend du software, on peut avoir de la télémétrie, donc regarder la consommation des services, regarder l'argent dépensé, la participation aux événements. Et finalement, des données propriétaires. Donc, on peut acheter, vous allez souvent sur du Facebook ou sur du Google ou sur du Instagram et vous allez avoir des promotions qui vous sont offertes en fonction de quelque chose que vous regardiez sur Internet 2-3 jours avant. Donc là, ce sont des signaux propriétaires qu'on peut acheter et aller se brancher là-dedans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles au sein de l'organisation et à l'extérieur et qu'on est en mesure de ramener ensemble dans Customer Insights, donc pour avoir une vue à 360 degrés sur nos clients et prendre des actions sur ces clients en fonction des informations en question. L'enjeu aujourd'hui, c'est que les données sont situées dans plusieurs systèmes. Donc, vous allez avoir la même personne qui se retrouve dans un système de vente dans le magasin, la même personne qui se retrouve dans un système de vente en ligne, qui se retrouve dans les médias sociaux. Et donc, comment est-ce qu'on est en mesure de récupérer toute cette information-là à travers plusieurs bases de données, les ramener dans un seul système et créer un profil unique? Eh bien, c'est ça que Customer Insights vient faire en utilisant bien sûr la force de Microsoft avec tout ce qui est machine learning et l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est vraiment des éléments clés de Customer Insights qui sont bâtis en arrière de l'application et qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont très présents et qui font finalement la force de cette application-là. Donc, assez de parler. Là, on va aller dans l'application, on va voir à quoi elle ressemble. Juste avant,
mise en contexte, on est un coffee shop et on a plusieurs activités. Donc, on a de la vente en ligne, on a de la vente en magasin, on a un programme de fidélisation, puis on a du marketing aussi avec un CRM. Au niveau des ventes en ligne, on a un site web donc transactionnel pour vendre, mais aussi recevoir des commentaires sur les différents produits, etc. Donc, je vous mets ça en contexte et ensuite, on va dans l'application pour regarder à quoi ça ressemble et comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Alors là, vous devriez voir mon écran et vous devriez voir la page d'accueil de Customer Insights. Donc, on y est. Alors, quand on arrive dans l'application, ça ressemble à ça. Alors, ça paraît assez simpliste. On a un tableau de bord qui est relativement configurable. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Et ce qu'on voit ici, ce sont des informations sur le point de vue organisationnel, des cartes qui ressemblent à ce que vous voyez dans Power BI. La différence, c'est qu'ici, on va avoir des cartes qui sont vraiment basées sur nos données transactionnelles, puis on va avoir des cartes qui sont également du insight, donc qui proviennent de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a la moyenne des achats en ligne, la moyenne des achats en magasin, qui a été rafraîchie à minuit la nuit passée. Donc, on a des cycles de rafraîchissement jusqu'à 4 fois par jour. Donc, nous, c'est à minuit chaque soir ou chaque matin. On a ici des produits potentiels d'intérêt. Donc, le système sait qu'on vend du café dans la configuration. On a dit quel type de shop on a. Puis, on a dit, c'est quoi les produits potentiels qui peuvent intéresser les gens qui font affaire avec nous. Et donc, on a du café, on a de la nourriture qui nous reviennent. Et finalement, les marques potentielles, donc là, on parle de marques compétitrices qui sont dans notre domaine. Donc, quelles sont les marques qui existent, avec qui les gens qu'on a dans le système sont susceptibles de faire affaire. Également, plus bas ici, on a quelques segments. Donc, les segments, comme vous savez, c'est on va aller chercher dans notre liste de clients, on va aller chercher un segment en fonction de certains critères. Donc, une sorte de liste marketing également que ça pourrait être. Ou ici, par exemple, les high-value online customers, ça va être, par exemple, les clients qui ont acheté de plus qu'un certain montant en ligne. J'en créerai une tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, je vois le nombre de membres qu'il y a dans chacun de mes segments. Et ces segments-là sont statiques. Si on avait des segments dynamiques, on verrait à travers le temps la modification en fait, de cette ligne-là qui changerait à travers le temps. Donc, est-ce que le segment grossit ou diminue? Donc, ça, c'est pour vraiment ce qui est à très haut niveau. Et donc, on pourrait avoir plus de cartes comme ça, dépendamment de comment on configure le système et de ce qu'on veut voir au niveau organisationnel. Et après, on peut aller plus en détail et regarder au niveau des clients, qu'est-ce qu'on a. Alors là, ici, donc j'ai parlé donc d'avoir une vue unique au niveau des clients, donc 360 degrés. Ici, au niveau de cette vue-là, elle est assez simpliste dans le sens où nous avons tout simplement des cartes avec les noms des clients, leur ville et un peu d'informations complémentaires, ça étant configurable. Et on peut faire de la recherche également. Et là, vous vous imaginez que dans une grosse organisation avec beaucoup de clients, mais on ne va pas faire next, 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 on va carrément faire de la recherche, ce que je vais faire ici. Alors, je vais en prendre un bon. Donc là, je clique sur un de mes clients. Et là, ce qu'on veut voir, c'est une vue à 360 degrés du client avec les informations qui proviennent de plusieurs sources de données. Donc, suivez-moi, il y a beaucoup de choses. Sur la gauche, donc j'ai des informations démographiques qui proviennent d'un de mes systèmes, informations de base sur l'individu, adresse, nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance. En allant plus bas, je vais faire les cartes après. En allant plus bas, j'ai ici mes tuiles, donc un peu à la Power BI. Tout à l'heure, vous avez vu des tuiles que j'avais au niveau de l'organisation. Donc, par exemple, la consommation moyenne sur le web ou dans les magasins au niveau de l'organisation pour tous mes clients. Là, ici, je l'ai pour ce client en particulier. Donc, lui, ses dépenses moyennes en magasin sont de 118 $. Il faudrait que je réorganise mes cartes. Ses dépenses moyennes en ligne sont de 150 $. Son lifetime store spend, donc combien il a dépensé de tout son existant en tant que client chez nous dans des magasins.
Et là, j'ai son lifetime spend total. Donc, combien est-ce qu'il a dépensé à travers tout son cycle de vie dans toutes mes sources possibles d'achat. Finalement, ici, j'ai une carte qui me montre le nombre total de points qu'il a accumulé, donc qui doit provenir d'un point système de loyauté également. Donc là, ce que vous voyez déjà, c'est que typiquement, toutes ces informations-là proviennent de systèmes différents. Donc, les achats en magasin, souvent, ça vient d'un POS ou d'un ERP. Les achats en ligne, ça va venir souvent d'un site web transactionnel. Les points, ça va souvent venir encore d'un autre site qui gère justement les programmes de loyauté. Alors, ramener tout ça sous une seule vue comme ça, c'est quand même exceptionnel. Là, on n'a rien fait avec, mais on voit l'information. Juste monitorer, petite question. J'ai une question sur la confidentialité et l'accessibilité de certaines informations. Est-ce que ça peut être configurable? La réponse simple, c'est oui. Mais il faut par contre déterminer qu'est-ce qu'on entend par la confidentialité et aussi quel type d'information. C'est-à-dire, est-ce que vous avez certaines personnes qui peuvent y accéder, d'autres non, ou est-ce qu'on veut les cacher carrément parce que c'est confidentiel et qu'on ne veut pas les mettre publics? Mais tout est possible dépendamment de comment on ramène l'information dans le système. Pour continuer ici, pour ceux qui font du CRM, on a un timeline. Alors, ce ne sont pas des activités qui proviennent du CRM uniquement, ça peut l'être, mais ici, ce sont toutes les activités qui ont été effectuées par cette personne-là, par tous les canaux de communication possibles qu'on a configurés. Donc, on a des website reviews avec les dates. On a des achats en magasin et on a également des achats en ligne. Donc là, c'est génial parce qu'on a un historique de où est-ce que la personne est allée, qu'est-ce qu'elle a fait à travers le temps. Et ici, sur la droite, encore une fois, avec de l'intelligence, là, on va aller chercher plus des produits d'intérêt. Donc, on va mettre de la nourriture ici parce qu'il fait affaire avec nous pour le café. Puis là, on va dire les marques avec lesquelles cette personne-là est susceptible de faire affaire, qui ne sont pas nous et qui sont compétitrices. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir gagner une certaine valeur sur la compétition. J'espère que c'est clair. Ici, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet écran est plus ou moins configurable et il y a des changements qui s'en viennent dans la version suivante qui va arriver dans quelques mois, qui va nous permettre d'étendre encore plus les fonctionnalités de personnalisation pour cet écran-là. Alors, on continue. Alors là, vous me dites, tout ça c'est bien, c'est intéressant. Mais deux questions, comment est-ce qu'on se retrouve avec ces données-là ici, de un, et puis c'est bien d'avoir l'information, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, c'est évident. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce qui se passe au niveau des données. Donc, ici, on a les sources de données. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs sources. Donc, j'ai une table ici qui s'appelle Contact, que j'ai mal nommée, qui devrait s'appeler e-commerce, parce que c'est toutes les transactions en ligne. J'ai la base de données de loyauté, j'ai le système POS, j'ai des données qui viennent du site web et finalement, j'ai aussi mon CRM Dynamics 365 qui est ici. Donc, ça me fait beaucoup de sources de données. Vous voyez aussi que dans chaque source de données, je peux avoir plusieurs tables, plusieurs entités. Je ne veux pas trop entrer dans le détail technique ici, ce n'est pas le but, c'est de montrer ce qu'on est en mesure de faire. Par contre, je veux montrer deux choses. Première, à quoi ressemble l'éditeur des données ici? Si vous êtes familier avec Excel, familier avec Power Query, avec Power BI, eh bien, c'est la même chose. Donc, on a ça et donc on est en mesure ici de faire tout ce qu'on fait dans du Power Query, créer des colonnes dynamiques, reformater, changer le type des colonnes et tout ça. Donc, sans grand effort, on se retrouve avec quelque chose avec lequel beaucoup de gens sont familiers et ils sont en mesure de rentrer là-dedans rapidement et de rajouter des sources de données, de formater ces données-là assez facilement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux montrer, c'est si on veut ajouter des sources de données. Allô? Je vais faire ça ici. Démo. Là, ce que je veux montrer, c'est les différentes sources de données qu'on est en mesure d'avoir. Et pourquoi ça c'est intéressant? Bien, évidemment, si on parle de Customer Insight, si on dit on veut pouvoir avoir sous un même chapeau
des données qui proviennent de plusieurs sources, ben, quelles sont ces sources? Donc, c'est pour ça que ça, c'est important à montrer. Donc, si vous utilisez encore une fois Power BI ou même Power Apps, tout ça sont des connecteurs existants. Et donc, Microsoft utilise justement cette capacité à avoir déjà disponible des connecteurs, déjà disponible la manière de consommer les données provenant de ces connecteurs. Et on la revoit ici dans Customer Insights. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité de mettre des feuilles Excel qui proviennent d'un endroit sur le cloud, d'avoir du JSON, de se connecter à des bases de données également. Et ici, à Dynamics 365 ou Customer Data Service. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et donc, je pense que c'est important de savoir que ça, c'est là parce que ça vous permet de mettre une stratégie autour du type de données que vous pouvez ramener dans le système et ensuite comment vous pouvez les exploiter ici. Alors, je ne vais pas continuer. Donc là, on a vu tout ce qui était source de données. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces données-là dans le système, ben, ça provient d'endroits différents. Et là, c'est là que ça devient encore plus intéressant parce que comment je fais pour identifier une personne qui est dans mon système POS, donc avec des transactions en magasin, et comment je fais pour la rattacher avec quelqu'un qui a des transactions en ligne, comment je fais pour la rattacher avec son système de loyauté et ses points. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Quand on va dans la portion unification, en vous passant sur certains détails, on se retrouve ici avec des systèmes où on crée en fait des critères de fusion, donc des critères d'identification plus ou moins uniques des clients. Donc, comment ça fonctionne? Ici, par exemple, dans ma base de données de loyauté client, ben, j'ai dit on va aller chercher des contacts avec le nom complet et le courriel. On va les mapper avec le nom contact et courriel, le nom du contact et le courriel dans la base de données e-commerce au niveau des contacts, parce que c'est ma source principale. Et vous voyez ici qu'on a un pourcentage d'enregistrements qui ont été mappés. Et là, ici en arrière, ce qui se passe, c'est que les données sont envoyées dans un Azure Data Lake pour être consommées. Et il y a de l'intelligence artificielle qui passe en arrière et qui va aller faire tout le crunching et dire comment est-ce que ces personnes-là sont identifiées, est-ce que c'est les mêmes personnes, et on peut configurer à ce niveau-ci le degré de précision. On peut être très strict, on peut être aussi très loose. Donc, il faut trouver le bon équilibre. L'avantage, c'est que ces règles-là peuvent être modifiées et peuvent être améliorées aussi en fonction du type de résultat qu'on voit. Là, également, il y a un ordre de mapping. Donc, j'ai fait d'abord mes contacts du e-commerce, ensuite mon programme de loyauté, et ensuite, j'ai ramené mes contacts de Dynamics. Et heureusement que je l'ai fait dans ce sens-là parce que Dynamics n'en a pas beaucoup. Alors, si je l'avais fait là, en deuxième, j'aurais eu ma première vague avec 5000 clients qui serait descendue à 306. Et ensuite, j'aurais matché juste 306 programmes de loyauté. Donc, il y a cet aspect-là aussi à réfléchir quand on met ça en place. Donc, tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont présentes ici. C'est comme une interface de configuration de l'intelligence artificielle et du machine learning, finalement, ici. J'ai une question. La question, c'est est-ce que la connexion aux données est une connexion directe aux bases de données ou est-ce un import de données? Et la réponse à ça, c'est que ça peut être les deux. Donc, par exemple, dans le cas de Dynamics, c'est un Web API. Donc, on est connecté directement avec le Web API parce qu'il y a un connecteur. Si c'est des bases de données locales, mettons chez vous, sur vos serveurs, avec il y a un outil de Microsoft qui permet de synchroniser les données sur vos serveurs qui s'appelle Data Gateway. Donc, vous rendez les données disponibles pour le cloud et Microsoft va les chercher automatiquement chez vous. Et finalement, il y a des gens qui utilisent aussi des feuilles Excel. Donc, les feuilles Excel, il faut les mettre quelque part. Donc, il faut les mettre dans un OneDrive, dans un Dropbox pour qu'ils puissent être consommés par le système. L'autre point à rajouter à ça, c'est que le système va consommer jusqu'à 4 fois par jour. Donc, on ne va pas être constamment en train de récupérer les données. On va avoir jusqu'à 4 rafraîchissements par jour, maximum. J'espère que ça répond à la question. Maintenant, je vais aller dans les mesures. Donc là, c'est quelque chose de super intéressant parce que c'est comment est-ce qu'on a bâti les champs que vous avez vus tout à l'heure. Donc, on avait vu, il y avait plusieurs types de cartes. Il y avait des cartes qui étaient
au niveau organisationnel où j'avais, par exemple, ici le Average Store Purchase Value, donc la moyenne d'achat dans des magasins au niveau de l'entreprise, de tous les clients. Et j'avais aussi des attributs qui sont spécifiques aux clients, donc des Customer Attributes, ici, avec par exemple, le Average Store Purchase pour un individu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un nouveau. J'avais mis, j'ai le Lifetime Store Spend. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le Lifetime Web Spend pour voir combien est-ce que la personne a dépensé de tout son temps avec nous sur le web. Comment ça fonctionne? Nouveau ici, donc Customer Attribute, et je vais mettre Lifetime Web Spend. Oops. Voilà. On y va. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner ma table d'achat qui contient mes achats en ligne parce que je veux chercher le montant total. Donc, j'ai une table ici qui s'appelle E-Commerce Purchase. Donc, c'est elle que je veux sélectionner. Puis, ma variable, ça va être tout simplement le amount spent. Et là-dedans, je vais aller mettre le prix total. Donc là, ce que je dis au système, c'est que cette variable-là, c'est tout simplement le prix total dans mon système de e-commerce, donc dans ma table de purchases, qui est ma table d'achat. OK? Donc, c'est assez simple conceptuellement. Et je vais dire que la définition de ma mesure, finalement, ça va être la somme, parce que moi, je veux le total de ma variable qui est là, je vais m'assurer de bien mettre les choses. Et voilà. Donc là, je rajoute ici, je veux dans le Lifetime Web Spend, je veux avoir le total de justement toutes mes transactions pour cette personne-là. Une fois que j'ai terminé, je fais ma sauvegarde. Donc là, le système va aller mettre à jour la mesure. Donc, ça va prendre un peu de temps pour que ça se calcule. La mesure va être également placée sur ma fiche de contact. Donc, quand je vais ouvrir une fiche contact après, je vais voir l'information. Et ce que je voulais faire également, c'est vous montrer une autre mesure qui a déjà été calculée, mais avec un peu plus de complexité maintenant, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ici. Ah oui, bien sûr, pendant que ça roule, je suis incapable de vous le montrer. Alors, une fois que ce sera terminé, je reviendrai vous le montrer. Essentiellement, là, l'idée, c'était de dire pour le Lifetime Spend, ici, on a fait un croisement des données qui proviennent de plusieurs tables parce qu'on a additionné donc, les dépenses qui proviennent non seulement du web, mais qui proviennent également des magasins. Puis, on a ramené ça dans un seul champ. Donc, on a fait une addition. Puis, c'est ça qui a été mis disponible pour les clients. Donc, on va retourner là-dessus. Entre-temps, on va faire un segment. Donc, les segments, comme je disais, c'est simplement une manière d'aller chercher une sous-fraction des clients qu'on a pour en faire quelque chose. Donc, ici, par exemple, nous, on avait un de nos critères qu'on avait qui était le nombre total de points qui ont été accumulés par des clients. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un segment statique, parce qu'on garde ça simple. Et on va créer un segment qui va être le top points customers. Parce que, mettons, on a une promotion avec, si on va consommer, on peut gagner des points en plus, par exemple. Donc, pour pouvoir les cibler, ces gens-là, on va aller les chercher. Et donc, on va dire qu'on définit notre segment en fonction de notre système de loyauté. Et on va aller regarder nos points ici. Et on peut aller dire qu'ils sont grands ou plus petits. On peut donner une valeur ici. L'autre manière de faire ça, je vais juste revenir pour vous donner un visuel qui est encore plus intéressant. On va créer à partir d'une mesure existante. Donc, la mesure que je vais prendre, ça va être le nombre total de points parce que j'ai déjà créé la mesure qui va me chercher le total de points à travers le temps sur mes clients.
Et donc ici, j'ai un preview de à quoi ressemblent les points chez les gens dans mon organisation. Donc, en termes de percentile, vous voyez ici, là, au-dessus de 165 en valeur, c'est mon 75e percentile. Donc, je vais mettre supérieur à 75 parce que je veux aller chercher les gens qui ont plus de points. Non, donc pas à 75, je m'excuse, à 165. Voilà, donc ma valeur ici, c'est 165. Et je vais aller réviser. Le système me dit que j'ai 3500 personnes. Top. Point. Customers. Donc, la condition, c'est tous les clients qui ont un nombre total de points de plus de 165. Donc là, vous comprenez bien que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une variable qui existait où j'ai fait la somme de tous les points dans tout le cycle de vie des clients pour me rendre un seul champ qui est sur la carte de mon client. Et ensuite, j'ai été en mesure de créer dans le système un segment pour pouvoir avoir les clients qui ont le plus de points parce que je veux les cibler pour une opération en particulier. Donc, quand je sauvegarde ici, je me retrouve avec ça ici. Donc, il va calculer quand il va faire un rafraîchissement et me sortir les données. Et évidemment, à chaque fois que je fais ça, il y a un cycle de rafraîchissement qui s'en va. Donc, ça va être mis à jour. Et ensuite, je vais être en mesure d'exporter les segments. Donc, je vais revenir là-dessus. Entre-temps, je retourne sur les mesures. Alors, je fais du back and forth parce qu'on ne veut pas attendre trop longtemps. Je retourne sur les mesures qui ont fini d'être calculées. Ici, je voulais vous montrer deux choses. Le lifetime spend, parce qu'il y a un calcul qui est fait. Pas ça, excusez. Donc ici, ce que je voulais montrer, comment est-ce que le calcul est fait. On a deux tables. On a Customer Insight. On va aller dans nos achats clients en ligne, e-commerce, dans nos POS aussi. Puis on va dire que notre variable, c'est égal au e-commerce total price et également au POS total price. Donc, on a une addition qui est ici. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va littéralement chercher de l'information qui provient de deux systèmes. On va la mettre ensemble pour pouvoir avoir une variable ensuite. Si je retourne sur mes clients, je vais chercher mon client de tout à l'heure. Alors là, je m'attends à avoir une carte de plus qui s'est affichée qui devrait être le total dépensé sur le web. Est-ce que je l'ai? Donc, j'ai un lifetime web spend, lifetime store spend et j'ai un lifetime spend qui ne matche pas. Donc, il doit y avoir quelque chose dans mes données. Ne me jugez pas. En temps normal, ça fonctionne. Donc, il y a quelque chose qui a été mal fait. Mais l'idée, c'est de dire, j'ai créé une nouvelle variable qui s'est rendue disponible tout de suite sur la fiche du client ici. Et finalement, si je retourne sur mes segments, encore en train d'être mis à jour. Et ici, ce que j'aurais voulu montrer, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ces segments-là. La manière dont mon système est configuré ici, c'est que la seule chose que je peux faire, c'est les extraire. Par contre, je vais aller vous montrer des cas réels où finalement, il y aurait d'autres manières d'exploiter les données qui sont aussi tout à fait intéressantes et pertinentes. Donc ici, ce que je veux que vous reteniez, même si je ne montre pas l'extraction des segments, c'est qu'on peut extraire les données en format CSV ou Excel pour pouvoir les importer ailleurs si on veut faire, par exemple, du newsletter. Et on peut également les importer directement dans des outils, bien sûr, Microsoft, donc Dynamics 365, Customer Engagement pour marketing, si on veut cibler les gens directement après dans des campagnes. Donc, juste à retenir sur cet aspect-là. Et maintenant, je retourne en présentation pour parler de cas clients. Juste m'assurer que vous voyez la bonne chose. Alors, des cas clients, des études de cas, donc comment est-ce que des gens
dans la vraie vie, ont utilisé Customer Insights et qu'est-ce qu'ils ont été en mesure de faire grâce à Customer Insights. Tivoli Gardens, donc c'est une compagnie qui est en fait, c'est des parcs d'attractions. Et eux autres, ils ont utilisé donc Customer Insights pour faire trois choses. Donc, diminuer grandement le pourcentage de personnes qui s'en vont, donc qui arrêtent d'être clients, grâce à des insights qui sont basés sur de l'intelligence artificielle, augmenter la fréquence des visites avec des communications personnalisées. Et puis surtout, un facteur vraiment très intéressant que je vais montrer, juste des captures d'écran, mais ils ont été en mesure de personnaliser l'expérience des gens en donnant à leur service client de l'information qui provient de tous les systèmes pour qu'ils aient une très bonne compréhension de l'historique des gens et de comment est-ce qu'ils interagissent et de leurs besoins. Donc, cette compagnie-là, ils ont créé avec Power BI, donc consommer les données de Customer Insights dans Power BI pour créer donc un écran où on a de l'information sur le client, donc démographique un peu, des indicateurs de performance, très similaires à ce que je vous ai montré avec les différentes tuiles, les différents points d'intérêt, donc de l'enrichissement de données dont on a parlé avec des données propriétaires, donc dans ce cas-là provenant de Microsoft, et le fameux timeline avec toutes les opérations qui ont été effectuées par cette personne-là dans tous les différents contextes possibles. Donc ça, vous imaginez la valeur ajoutée là quand on se fait appeler, surtout au service à la clientèle, et qu'on est en mesure de comprendre toutes les interactions qu'on a eues avec un client. Donc l'exemple chez cette compagnie-là, ils avaient ce client Niels qui avait vous voyez un churn rate ici, donc un grand pourcentage de partir, d'arrêter d'être client de 95,8%. Il va partir, c'est quasiment certain. Donc, ce qu'ils ont été en mesure de faire ici, c'est de regarder, déjà de prioriser cette personne-là parce qu'elle avait de grandes chances de partir. Et ensuite, ils sont dit, ben, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle consomme, est-ce qu'on peut lui offrir quelque chose? Et donc, cette personne-là va souvent aux événements Free Royal Beers. Donc, elle a reçu des promotions ici par courriel pour pouvoir revenir. Et donc, l'idée, c'est de dire, cette personne se désengage, comment est-ce qu'on peut faire pour la réengager? Donc, on lui envoie quelque chose de pertinent au bon moment. Au bon moment, on sait qu'elle est sur le point de partir, on la perd. Quelque chose de pertinent, on sait ce qu'elle aime, on sait les événements auxquels elle a participé. Donc, envoyons-lui de l'information à un moment précis pour qu'elle puisse revenir consommer ce qu'elle aime chez nous. Et donc, à la page d'après, ce qu'on voit, c'est que les promotions ont été consommées. Donc, vous voyez Promotion Consumed. Donc, la personne est revenue et l'intelligence artificielle a recalculé les chances de départ de cette personne et ça a diminué grandement. Donc, ça, c'est un exemple, un cas réel qui a été utilisé justement chez Tivoli. Donc, c'est quelque chose que Microsoft met beaucoup de l'avant parce que la valeur d'affaires qu'on veut montrer, c'est que vous avez des données qui existent dans votre système. Vous pouvez les visualiser quand vous êtes au téléphone, quand vous interagissez avec les gens, mais vous pouvez aussi les extraire et en faire quelque chose de plus intelligent pour maintenir, fidéliser vos clients. D'autres exemples de consommation de données ou d'utilisation des données. Ici, donc là, c'est une preuve de concept pour une institution financière où quand quelqu'un arrive dans un magasin, ben dans une banque, on a justement dans une Power App, une Canvas App ici, on va avoir de l'information sur ses activités historiques. Donc, c'est une sorte de timeline également avec toutes les transactions de la personne, toutes les activités, donc les visites dans la succursale, les appels téléphoniques qui ont été placés. Et il y a également une tuile sur le bas à droite où vous voyez qu'il y a High Value Customer. Donc, ça, c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on détermine qu'un customer est un High Value Customer? Super important. Et quand quelqu'un qui a cette information-là l'utilise, ben, ça rend les interactions plus faciles et puis ça permet aussi de prioriser les actions à prendre. Avec ici des exemples, on a un upgrade de carte de crédit, on a aussi une préapprobation pour un prêt à 8%. Donc, ça, c'est des exemples qui ont été bâtis, des preuves de concept pour une institution financière. L'autre point également que je n'ai pas démontré aujourd'hui, mais qui est très facile à faire, c'est de ramener les cartes que vous avez vues dans Customer Insights dans du Dynamics 365 Customer Engagement. Donc, on peut les sortir et on les ramène en tant que contrôle dans Customer Engagement. Donc là, vous voyez que j'ai le Customer Insight Timeline avec toutes des activités qui correspondent à ce qu'on avait justement dans Customer Insights. À savoir aussi, j'ai mentionné tout à l'heure,
mais on peut avoir les activités de Dynamics également qui se retrouvent dans le timeline sur Customer Insight. Ça, c'est pour avoir une vue à 360 degrés. On peut difficilement faire mieux que ça. Je vais vérifier si j'ai des questions. Non, donc tout doit être très clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mais si j'en ai pas, je vais présumer que tout est extrêmement clair. Alors, on continue. Donc, pour simplifier, pour faire en bref, Customer Insights, finalement, c'est quoi? Plein de données qui proviennent de chez nous, qui proviennent de l'extérieur, qu'on ramène à travers des connecteurs, on va faire une ingestion, on va faire de l'intelligence, on va tout ramener. Customer Insight, on a notre carte du client. Et ensuite, on va aller exploiter cette donnée-là, donc analytique, machine learning. On va l'exploiter en ramenant les données dans des applications d'affaires, d'applications d'entreprise, que ce soit de la visualisation avec du Power BI, que ce soit de la consommation dans du Power Apps, de la recherche, des interactions avec des flows, etc. Vraiment, là, l'avantage avec ça, c'est qu'on se retrouve avec Customer Insights qui en soi est une base de données qui nous fournit un API qu'on est en mesure d'aller consommer, bien sûr, plus facilement si on est déjà dans l'écosystème Dynamics 365 de Microsoft, et avec un peu plus de complexité si on est dans des écosystèmes autres et propriétaires, mais on a un API qui existe, donc avec des solutions third party, ça c'est facile de récupérer ces informations-là et d'en faire quelque chose. Donc, aller de l'avant, on veut le mettre en place. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est sûr que c'est un produit qui est quand même assez nouveau du point de vue Microsoft. Ça fait à peu près 1 an que ça roule bien. Aux États-Unis, il y a une très grande pente montante sur l'appropriation et la mise en place de cette application-là. Alors nous, on a une approche de projet pilote. Donc, on recommande de manière systématique. Pourquoi est-ce qu'on va avec un projet pilote? 3 raisons principales. On veut vraiment valider les fonctionnalités de la plateforme parce que l'idée, c'est on vous fait une démonstration comme celle-ci, c'est beau, ça a l'air sympa. Maintenant, il faut quand même qu'on puisse vérifier est-ce que la plateforme fait vraiment ce qu'elle dit qu'elle fait. Ensuite, est-ce que c'est complexe ou est-ce que c'est simple? Parce que là, ce qu'on veut montrer avec ce système-là, c'est que pour un projet d'unification des données, donc de Customer Data Platform, au lieu d'investir dans des scientifiques de données qui vont identifier comment prendre les informations de tous les différents systèmes, comment mapper les clients, au lieu d'avoir un projet qui est aussi cher, nous ici, ce qu'on dit, la valeur, c'est que c'est que de la configuration. Donc, on fait des clics, on ramène les données, on les configure et on est en mesure de dire, ben, ça y est, tout est là, maintenant, allez chercher la valeur ajoutée. Donc, ça m'amène au 3e objectif. Donc, quand on fait le projet pilote, c'est de confirmer la valeur ajoutée qui est présente. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'en tirer quelque chose de positif pour notre organisation? Plus en détail, comment ça marche? 5 étapes principales. Identifier 2 à 3 sources de données. On est en projet pilote. Hein. Donc, si vous avez 15 sources de données, oui, c'est possible. Mais en projet pilote, ce qu'on dit, c'est qu'on identifie 2-3 sources de données. Souvent, on va proposer aux gens de prendre un ERP ou un POS. On va proposer de prendre un CRM si on en a, du newsletter ou des transactions sur Internet, donc site de e-commerce. On a des bonnes recommandations autour de ça. Identifier certains indicateurs de performance. Alors, des fois, on a tendance à se dire, ben, j'ai plein de données, donc je vais pouvoir sortir des indicateurs. Oui, mais non, il faut faire le travail avant. Donc, il faut s'assurer de savoir c'est quoi nos indicateurs potentiels qu'on peut aller récupérer en fonction des données qu'on va utiliser. Ensuite, on installe Customer Insights. Donc, si vous êtes déjà dans l'écosystème Dynamics 365, vous pouvez lancer une installation et avoir le système qui roule à pleine capacité pendant 30 jours sans rien payer. Et ensuite, on importe et on configure les données. Donc, ça va être ce que vous avez vu tout à l'heure, l'écran de configuration des sources de données et ensuite faire du mapping pour dire telle donnée match avec telle donnée dans telle table. Et finalement, exploiter ces données-là. Donc, l'exploitation, vous avez vu qu'on peut l'exploiter directement dans Customer Insights avec les cartes des clients, avec la segmentation. On peut également extraire les segments pour les exploiter ailleurs, ou on peut faire, comme vous avez vu également, des dashboards dans Power BI, dans Power Apps, autant dans Canvas et dans Model Driven, on peut extraire et remontrer de la donnée provenant de Customer Insights.
Donc, ce sont vraiment les 5 étapes qu'on préconise quand on veut faire un projet pilote. On définit tout ça de la bonne manière. Et notre statement, c'est qu'avec 2 semaines d'efforts environ, sans l'achat de licence, parce qu'on a 30 jours d'essai gratuit, on est en mesure de démontrer la valeur possible de cette application-là pour les organisations. Donc ça, c'est vraiment notre statement, c'est vraiment notre approche pour un pilote. C'est des projets qui sont, en fait, on veut assez simples, mais qui ont besoin de beaucoup de stratégie autour. Donc, il y a beaucoup de réflexion qui doit être faite en amont pour ensuite avoir quelque chose de simple et de fonctionnel par la suite. Je termine là-dessus et j'ouvre aux questions s'il y en a. Les micros sont malheureusement fermés. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les taper et on va s'assurer d'y répondre. Alors, je n'ai aucune question, donc ça devait être très clair. Alors, je vais remercier tout le monde d'être venu et d'avoir passé l'heure avec nous. J'espère que ça a été enrichissant. De notre côté, cette vidéo a été enregistrée. J'ai des questions. Allez-y si vous avez des questions. Steve. Dans tous les cas, la vidéo est enregistrée, donc on va la publier prochainement pour accès. Et donc, vous pourrez la revoir. Et évidemment, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous joindre en passant par notre site web ou en envoyant un courriel sur info@xrm Vision. Ça va nous faire plaisir de partager plus sur la plateforme. J'ai une très bonne question sur la limitation des sources d'information et les coûts supplémentaires à prévoir. Très bonne question, Steve. Au niveau des sources, en fait, la manière dont le produit est vendu, c'est au niveau du nombre de clients uniques qui sont mappés. Donc, si on importe 500 000 comptes, on paye par palier de 100 000 et on n'a pas de limitation par contre sur les sources. C'est vraiment, si j'ai 15 sources et que j'arrive à mapper une personne, c'est un coût. Donc, j'espère que ça répond. J'ai une autre question. Sur quelqu'un qui utilise déjà du CRM. Notre plus grosse solution est un portail développé dans Azure. D'accord. On me demande si on a des exemples orientés dans le sens d'adoption, fidélisation et valorisation d'entreprise. La réponse, est-ce qu'on a des exemples dans ce sens-là? Non. Moi, personnellement, non. Par contre, je sais que Microsoft a prévu dans les prochains mois d'avoir des templates par industrie. Et donc, certainement qu'on va avoir des exemples qui sont plus concrets sur des cas d'utilisation précis. Donc, ça s'en vient définitivement. Et c'est quelque chose qu'on peut demander aussi à Microsoft là, pour avoir des exemples plus précis. Une autre question. Si nous n'avons pas encore CRM, peut-on quand même réussir à faire un projet pilote dans 30 jours, incluant l'installation d'un CRM? Merci David pour la question. L'installation du CRM et le projet pilote en 30 jours, je dirais que oui. Parce que là, pour la portion Customer Insight, la parenthèse, qu'on ait CRM ou pas, on peut la mettre en place. Donc, l'idée, c'est d'avoir des sources de données qu'on peut rentrer là-dedans. Et ensuite, si on veut rajouter le volet CRM, bien sûr, de Dynamics, on l'installe et on fait une configuration pour intégrer avec Customer Insights. Ça m'a pris moins d'1 heure à faire. Donc, est-ce que ça rentre dans 30 jours? Je pense que oui. On a d'autres questions? D'autres questions? Quel est le niveau technique requis pour utiliser Customer Insights? Aussi génial la question. Ce qu'on veut, la promesse ici, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'un développeur. On a besoin de quelqu'un qui connaît des données et qui est en mesure d'expliquer les relations entre les données. Donc, en général, les gens qui connaissent bien leur système, qui connaissent Excel, sont en mesure de s'adapter assez rapidement.
C'est une très bonne question. Et c'est vraiment là la grande différence avec ce genre de plateforme. Typiquement, ça prend beaucoup de réflexion sur comment faire le mapping entre les différents clients dans tous les différents systèmes. Et ici, la magie, c'est d'avoir juste de la configuration et des clics pour dire voici mes sources, voici comment est-ce que je connecte les différents clients ensemble. Et ensuite, voilà les segments que je crée et comment je les exploite. Question sur comment les accès sont gérés et les licences. Bonne question. Alors, en termes de licences, ce sont des licences organisationnelles. Donc, l'entreprise doit payer. Si vous êtes au Canada, il y a un montant mensuel par organisation de Customer Insights qu'on utilise. Et une fois qu'on l'a dans l'organisation, n'importe qui peut consommer les données. L'idée, c'est vraiment plus de faire un pricing en fonction des clients qui sont dans la base de données Customer Insights et non en fonction du nombre de personnes qui consomment la donnée. Et pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est tout l'aspect machine learning et intelligence artificielle pour faire le mapping des différents contacts dans les différentes bases de données. En fait, c'est ça qu'on paye. Donc, ce n'est pas la consommation des données en soi, parce que la consommation, on a tout l'écosystème Microsoft avec l'extraction de données, les intégrations avec Dynamics 365, etc., qui existent. Donc là, vraiment, l'emphase, le coût, il est sur comment est-ce qu'on arrive à matcher les données ensemble et à créer des segments ou des mesures. Une autre question. Si je n'ai pas tout écouté, est-ce qu'on va m'envoyer l'enregistrement? Et la réponse est oui, par courriel à tous les participants. Donc, vous recevrez l'enregistrement par courriel plus tard. Voilà. Alors là, je n'ai plus d'autres questions. Alors, je veux encore une fois dire merci à tout le monde de s'être joint à nous. Restez safe dans cette période spéciale que nous vivons collectivement. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir passé l'heure du lunch avec nous. Merci à tout le monde et vous avez le moyen de nous rejoindre sur la slide. Merci. Merci, Pierre.